Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre rapide podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et enfin, je suis ravie aujourd'hui de vous partager ma conversation avec Sarah Bachelet. Sarah est éducatrice comportementaliste canin spécialisée en prédation chez le chien pour Canescence. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses chiens, Petra et Larsen, et comment elle en est venue à se passionner pour son sujet de prédilection, la prédation. Des origines aux différentes manifestations de ce type de comportement, en passant par les axes de travail, vous saurez tout ou presque de ce sujet passionnant. Sarah nous partage sa vision des choses, son expérience et pourquoi c'est un sujet qui concerne tous les humains de chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Claire. Tu vas bien ? Bien et toi ? Bah oui, ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pas de rien. Je suis ravie de t'accueillir sur La Niche, surtout pour cet épisode que j'attends avec impatience, que tout le monde attend avec impatience. On va commencer par les présentations. Qui es-tu, Sarah ? Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans et je vis en Nord-Gironde, au-dessus de Bordeaux. Et je suis éducatrice comportementaliste depuis début 2020, on va dire, avec Canescence. Et j'ai une passion pour les soucis de comportement type réactivité et depuis 1 ou 2 ans, je m'intéresse très fortement à tout ce qui est prédation. Ok, trop bien. Dans le sujet dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Tu as des chiens, je crois. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors, j'ai Larsen qui est un retriever de Nouvelle-Écosse. Il a 7 ans. C'est un chien plutôt dans sa bulle. Il adore les humains. Il est très cool en général. J'ai Petra qui est une bouvier australien. Elle est sourde. Elle a 4 ans. Elle vient d'une SPA. Et voilà, on l'a récupérée à 10 mois. C'est une chienne très active, très dynamique, on va dire. Et voilà, elle adore explorer. Et c'était une petite chasseuse quand on l'a eue. Voilà. Ok. Je commence à comprendre le pourquoi du comment. Ok, avant ça, je voudrais revenir un peu sur ton expérience, toi, avec les chiens. Est-ce que tu as toujours grandi au milieu des chiens ou est-ce que c'est une passion qui t'est venue un peu plus sur le tard ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, j'ai vraiment, avant d'avoir Larsen, j'ai eu 0 expérience avec les chiens, à part m'être fait courser par des chiens quand je faisais du vélo ou quand je courais, mais vraiment, j'ai pas eu d'expérience pratique avec les chiens avant ça, avant d'avoir eu Larsen. Mes parents voulaient pas de chien, moi j'en voulais. Mais mes parents ont toujours refusé d'avoir un chien. Donc voilà, j'ai attendu d'être posée, de plus trop bouger pour mes études pour prendre un chien. Et par contre, j'ai toujours eu une passion pour les races de chiens. Et c'est vrai que mon livre préféré, c'était, quand j'étais gamine, c'était vraiment un livre sur les races de chiens, quoi, que je connaissais à peu près par cœur. La fameuse encyclopédie des 200 ouais, voilà. Bon, c'était celle pour les enfants. Enfin, pour les enfants. C'était pas la grosse encyclopédie très théorique non plus. Mais voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé ? Comment Larsen est arrivé dans ta vie ? Tu nous as dit que tu as attendu d'être posée, etc. Mais est-ce qu'il y a eu un truc déclencheur, un peu de te dire, ok, c'est bon, c'est le moment ? Ouais, alors je pense que j'étais posée, je voyageais moins, voilà, je sais pas, c'était vraiment un besoin viscéral, je l'expliquerai pas, tu vois, enfin voilà, j'ai toujours voulu avoir un chien, donc je me suis dit qu'à l'âge adulte, c'était le moment.
La fameuse frustration Ouais, c'est des ça. parents qui veulent pas. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai vraiment oublié un peu ce besoin pendant mes études. Ça me dérangeait pas de pas avoir de chien du tout, tu vois. Et c'est revenu vraiment quand je me suis posée avec mon conjoint en appartement. Et c'est vrai que je courais beaucoup et je m'imaginais bien courir avec un chien. Bon, j'ai jamais couru avec Larsen. C'est pas un coureur, mais c'est pas grave. C'était un besoin très égoïste. Je pense que c'est souvent un choix égoïste, hein, on va pas se mentir, très viscéral. Donc voilà, je l'explique pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait d'éléments déclencheurs à part le fait d'être posé en appartement avec un conjoint, tu vois, de créer une petite famille. Ok. Et du coup, donc tu nous as dit tu as choisi le Retriever de Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, on en voit quelques-uns. On commence à en voir quelques-uns. Ouais, on en voit quelques-uns. Mais j'imagine qu'il y a 7 ans, c'était une race encore plus rare qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir cette race-là et pourquoi cette race ? Alors, on a fait... bon, je le conseille pas forcément. On a fait un test Whammies pour trouver le chien idéal. Mais on fait tous. Donc, bon, maintenant, les éducateurs peuvent vous aider à trouver votre chien. Hein. Ne vous basez pas juste sur un test Whammies. Bon, bref, voilà, on a découvert la race comme ça, en tout cas. Et vraiment, j'ai adoré le physique déjà. J'ai adoré le gabarit. Je voulais un chien de taille moyenne. Donc voilà, un toller, c'est un chien de taille moyenne. Hein. Ça fait une vingtaine de kilos max. La description du tempérament, chien actif, mais quand même facile à vivre, tu vois. Pas chien de berger, quoi. Pas axé travail, chien de berger avec tous les petits soucis qu'on peut avoir avec un chien de berger. Et on a fait des recherches sur la race quand même, hein. Et du coup, on a découvert qu'il avait été sélectionné pour leurrer les canards, en fait. En fait, en jouant au bord de l'eau, il leurre les canards. Et enfin, et le chasseur donc tue les canards et le Retriever Nouvelle-Écosse rapporte les canards. Et moi, j'ai trouvé ça excellent, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'en fait, c'est la façon a priori dont les renards chassent le canard. Ok. Donc on a choisi, en fait, il a été sélectionné, c'est pour ça qu'il est couleur un peu renard, tu vois, ouais. Et qu'il a une longue queue qui bouge, etc. Quand il joue au bord de l'eau, qu'il court au bord de l'eau, et ça attire les canards, et c'est vrai que c'est un truc qui me fascinait, et ça me fascine encore aujourd'hui, genre, de le voir attirer les canards, et en plus il s'en moque complet de voir les canards arriver vers lui, c'est toujours génial. Et puis on a eu de la chance parce que on a pu avoir un petit chiot qui restait dans un élevage. On a eu en 2 mois de temps, on a eu Larsen en fait. On a vraiment eu de la chance parce que normalement on a quand même 1 an d'attente minimum pour avoir un toller, voire plus maintenant je pense. Donc voilà, on s'est lancé avec Larsen. Et il nous fallait aussi un chien qui résiste au froid puisqu'on partait au Canada l'année suivante. Donc, ok. voilà. D'accord. Ça tombe bien, il vient du Canada. On s'est dit, normalement, il devrait tenir. Donc voilà. Trop bien. Et donc du coup, vous êtes parti avec lui au Canada ? C'est ça, exactement. Trop on est bien. parti avec lui. On est parti 2 ans au Canada avec lui et on est revenu 2018. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'à la base, je voulais vraiment... tu me demandais pour mes critères de recherche de race et c'était vraiment... Je voulais pas de chien de chasse. Je voulais pas de chien primitif. Je voulais pas de chien nordique à cause de l'instinct de prédation qui me faisait déjà assez peur à la base. Ouais. Et bon, on a quand même choisi un chien qui reste un chien de chasse. Après, c'est un retriever. C'est pas un braque, c'est pas un c'est plus un chien de rapport etc. que de ouais, voilà. stage, mais ça reste un chien de chasse et en plus avec des instincts peut-être un peu plus prononcés qu'un golden ou un labrador, tu vois. Ouais. Donc voilà, paradoxalement, on a quand même choisi un chien de chasse. Et puis voilà, pour Petra, qui est donc un bouvier australien, c'est un chien de troupeau qui va troupeauter le bovin. On voulait justement un chien de troupeau pour le côté un peu facile à éduquer. Tu sais, pas trop chasseur toujours, hein. Parce qu'en fait, avant d'avoir Petra, je l'ai pas dit, mais on a fait famille d'accueil pour des Podenco. D'accord. Et c'est vrai que ça restait... Je voulais me confronter un peu à tout ce qui était instinct de prédation. Et ça me frustrait encore de ne pas pouvoir le travailler hyper efficacement. C'est-à-dire que je travaillais quand même le calme, etc. avec eux autour... dans les forêts, dans les endroits où il y a beaucoup de gibier. Et c'est vrai que ça restait quand même quelque chose de frustrant pour moi d'avoir un chien qui était très, très axé sur l'environnement et très peu sur l'humain en extérieur.
Donc, on a choisi un chien de troupeau. Petra, elle est sourde, mais je me suis dit, oh, c'est pas grave, elle est mignonne. Et le bouvier, c'est un talonneur, elle va rester autour de nous tout le temps, etc. Bien sûr que non, hein, elle était chasseuse. Et c'était pas une chienne de chemin, hein, elle n'avait aucune notion du chemin, etc. Donc voilà, je me suis dit, tant pis, on y va, c'est pas grave, on va réussir à faire quelque chose. Et bon, bref, ça a été une jolie expérience. C'est chouette parce que donc tu nous as dit qu'elle était sourde et tu l'as prise à la SPA alors qu'elle avait déjà 10 mois, c'est ça ? C'est ça. Ça vous a pas fait peur, ce côté parce que c'est vrai que ça peut faire peur, je pense, de se dire waouh, comment on éduque un chien sourd ? Alors la surdité, ça me faisait pas peur. Entre Larsen et Petra, j'avais commencé ma formation. J'avais travaillé avec un chien sourd en formation. Et ça me faisait pas peur, mais c'est le côté chien de troupeau qui me rassurait un peu en me disant elle va être proche, forcément, elle va être proche. Enfin, les gros clichés de race, hein, les gros stéréotypes de race. Elle va être proche de l'humain. En plus, les bouviers, c'est des talonneurs, ils aiment bien rester au pied, entre guillemets, hein, autour de l'humain, etc. Donc voilà, mais bon, non. La surdité me faisait pas peur, vraiment. Mais bon, le côté prédation un peu plus, mais... je savais qu'il était possible de faire des choses. Je me disais, même s'il n'y avait pas de ressources sur le sujet, même si vraiment, à part travailler le rappel, à part travailler le calme en forêt, etc., au début, je ne voyais pas vraiment comment faire, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Voilà. Et du coup, ma passion a commencé comme ça. Ok, voilà. Ça marche. On va y revenir, tu nous expliqueras un peu plus en détail comment tu as travaillé ça. Avant ça, je voulais revenir sur ton parcours du coup, de formation. Comment t'es venue cette envie de faire ce métier-là et quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui ? Moi, à la base, je suis diplômée en relations internationales. Okay. Donc, tout ce qui va être sciences politiques, géopolitique. Et puis, bon, je m'ennuyais vraiment. Je me voyais pas travailler dans un bureau, etc. Je me suis très vite ennuyée. Quand j'ai eu Larsen, c'est vrai que... Larsen, c'était un chiot assez simple, mais voilà, il m'a fait découvrir l'éducation positive parce qu'on n'a pas eu trop de soucis quand il était chiot, à part renforcer tout ce qu'on aimait. Voilà, c'était très bien et tout. Et après, on a eu pas mal de problèmes, mais à très petite dose. Donc, en fait, il a fait de la réactivité en laisse, il a fait de la protection de ressources, il a fait de l'anxiété, il voulait plus sortir pendant quelques semaines, etc. Bon, bref, tout ça à petite dose, sensibilité au bruit, il a eu des petits soucis avec ses congénères, etc. Et du coup, c'est vrai que je me suis intéressée au comportement canin, mais vraiment au comportement canin, pas juste à l'éducation, aux apprentissages, très très vite. Et c'est devenu vraiment une passion comme ça. J'ai commencé à suivre des webinaires, etc. quand j'étais au Canada. Je suis lancée en revenant en France sur une vraie formation, entre guillemets. Voilà, en 2018-2019, j'ai fait Humanimalis. Et j'ai continué à suivre des webinaires sur des sujets qui m'intéressaient plus particulièrement, réactivité, gros soucis de comportement, etc. Notamment via la Grisha Stewart School. Et je me suis installée après ça vers mi-2020, je dirais. J'ai commencé à travailler. Ok, donc année du confinement, voilà. Tu t'es dit go. Ouais, voilà, je me suis dit c'est parfait pour commencer, quoi. Non, mais j'ai commencé pile poil au confinement, donc je compte pas les premiers mois. Oui, c'est pas passé grand-chose, exactement. Ok, ça marche. Et donc du coup, vient donc ma question, comment t'es-tu spécialisée dans la prédation ? Véritablement, donc on a compris que Petra a été plutôt chasseuse et plutôt axée là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a eu je sais pas, des éléments déclencheurs, enfin, comment c'est venu en fait cette envie de se spécialiser sur ce sujet, en sachant que, disons-le franchement, il n'y a pas grand-chose sur le sujet. Ben justement, en fait, c'est pour ça que j'aime bien. Ouais. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait rien sur le sujet, à part, en fait, si le peu de ressources qu'il va y avoir, ça va être axé vraiment chien de chasse, c'est-à-dire comment dresser, entre guillemets, son chien de chasse, quoi. Ouais. Voilà. Bah, moi, je me suis un peu quand même basée là-dessus. Il y en a plein qui le font en positif maintenant, dans le respect du chien. Mais c'est vrai que c'est surtout pour les chiens d'arrêt, les rapporteurs, etc.
Et c'est ce qui m'a donné vraiment envie parce que ça me frustrait vraiment de voir tant de propriétaires à qui on disait il n'y a rien à faire, voilà. Enfin, moi, vraiment, c'est un truc que je supporte pas. Ouais. Donc, ouais, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai expérimenté avec Petra, je me suis dit c'est quand même bête que les gens pensent qu'il n'y a rien à faire, qu'il y a juste une longe à mettre et laisser le chien galérer en bout de longe tout seul. Et voilà, moi, ça me frustrait et ça frustre aussi les chiens, je pense, qui sont très prédateurs et pour qui on ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et effectivement, il y a très très peu de ressources. Globalement, c'est des ressources très théoriques sur la chasse, les patrons moteurs de la chasse, la séquence de prédation. Et après, en pratique, il n'y a pas grand-chose. On a Simone Muller, qui quand même maintenant est connue pour son Predation Substitute Training. Et le livre s'appelle Hunting Together, je crois. Et voilà, elle fait des webinaires qui sont super intéressants. Voilà, j'ai commencé à la suivre. J'ai fait des webinaires avec elle, des études de cas. Effectivement, je me suis dit, c'est à peu près ce que j'essaye de faire avec Petra, mais ça m'a permis vraiment de me dire, je suis sur le bon chemin. Quelqu'un qui a validé un peu ce que tu faisais aussi, quoi. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'affiner ma pratique, de cadrer un peu plus tout ça, pour pouvoir le proposer aux gens aussi qui ont des soucis avec leurs chiens, des soucis de prédation. Trop bien. Bon, du coup, on va complètement rentrer dans le sujet. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que ça veut dire un chien qui fait de la prédation, parce que globalement, tous ou presque le font, parce qu'ils sont tous sélectionnés pour ça. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que ça veut dire, la prédation ? La prédation, les comportements de prédation, souvent vous allez voir le terme patron moteur aussi. C'est des comportements qui sont présents de manière intrinsèque chez le chien, donc c'est-à-dire que les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à chasser. C'est vraiment, il va y avoir un jour un déclencheur et ils vont savoir le faire. Ils vont savoir faire de la prédation. Donc la prédation, c'est plein de petits comportements. C'est pas juste je pars pister ou je pars après un chevreuil qui vient de passer. Donc on a la séquence de prédation, elle est composée de rechercher une proie visuellement ou alors avec le nez. Donc ça peut être scanner l'environnement, chercher du regard, pister. Ensuite on a fixer du regard en fait, voir la proie, marquer l'arrêt. Donc ça, tous les chiens ne le font pas. Ensuite on a l'approche lente. Ensuite on a la poursuite, la vraie course-poursuite. Ensuite on a attraper, mordre, tuer. Posséder, garder, alors ça c'est rajouté pour nos canidés domestiques parce que beaucoup ont l'instinct de protection, beaucoup ont été sélectionnés sur l'instinct de garde, donc beaucoup aiment bien garder les choses pour eux. Et ensuite on a disséquer et enfin consommer. Ça c'est la séquence de prédation du début à la fin, vraiment entière chez le chien. Tous les chiens ne font pas tous les comportements. Bien sûr, c'est des comportements qui sont auto-renforçateurs parce qu'ils sont intrinsèques, ils sont vraiment là. C'est vraiment, on va parler de la motivation du chien, quoi. La motivation de l'individu. Ça va vraiment, ça va être ce qu'ils vont préférer faire, en fait. C'est pour ça que c'est dur de lutter contre la prédation, c'est parce que c'est vraiment le circuit de motivation du chien qui va être mis en route avec ça. Ouais. Et ils n'ont pas besoin d'apprendre, certes, mais bien sûr, la pratique les rend meilleurs, forcément. Non, sinon, c'est pas drôle. Et en plus, chaque comportement de prédation est renforcé par le comportement suivant. Donc, par exemple, le fait de courser, de poursuivre, renforce le fait d'avoir pisté, puisque le chien a trouvé une proie. Donc, ça va le motiver encore plus. Donc, voilà. Donc, les chiens n'ont pas tous la séquence complète que je viens de dire, loin de là. Mais il faut quand même garder bien en tête que dès lors que le chien cherche une proie des yeux ou commence à pister, etc., il rentre dans la séquence de prédation. Il rentre dans ce circuit de motivation. Il y a déjà une libération de dopamine dans l'organisme qui fait hyper plaisir au chien, etc. Donc voilà.
C'est une drogue. Donc voilà, non, faut vraiment garder en tête que la prédation, c'est pas juste pister ou partir après le lapin qui passe sous le nez du chien. Ça commence bien avant. Ça permet bien de comprendre le mécanisme, de comprendre ce qui motive le chien. Tous les individus vont avoir des comportements préférés dans la séquence de prédation, etc. Donc, voilà. Tu nous as détaillé vraiment la séquence le patron moteur du chien, sur l'espèce chien, en gros, voilà, tout ce qui se passe pour chasser. Et après, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que en fait, les races de chiens sont sélectionnées pour, sur une étape en fait, de ce patron moteur, de cette séquence de prédation. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence. C'est pour ça que globalement, tous les chiens font de la prédation, mais à un niveau différent et à étapes différentes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes expressions du coup de cette séquence de prédation avec leurs exemples pour qu'on puisse visualiser un peu ce que ça veut dire? Donc c'est vrai qu'à la base, pour revenir sur les patrons moteurs, ça avait un but évolutif et de survie. C'était acquisition de nourriture. On chasse pour se nourrir. Maintenant, c'est plus le cas chez nos chiens. On est d'accord. Même si le chien finit par consommer son mulot ou son lièvre qu'il a chassé, quand même, il a normalement pas besoin de ça pour survivre, si on s'en occupe bien. Et même les chiens qui sont libres, ils se nourrissent pas comme ça en réalité. Ils se nourrissent de restes, etc. Ils chassent pas pour se nourrir. Par contre, effectivement, l'humain, il a sélectionné les chiens sur certains comportements. Donc, par exemple, on va avoir des comportements qui vont être très exagérés, très hypertrophiés, entre guillemets. Par exemple, le border collie va fixer beaucoup du regard, fixer et ramper, approcher lentement, etc. Il va pas avoir la course-poursuite de je course les moutons parce que ça va faire peur aux moutons, ça sert à rien. Donc, on va les sélectionner là-dessus. Et normalement, ils ne chopent pas non plus les moutons. Normalement. Bon, alors, on va faire un peu des clichés de race, on est d'accord. Faut prendre en compte quand même l'individu, on est d'accord. On va parler un peu de stéréotypes de race, mais bon, c'est comme ça qu'on les a sélectionnés à la base. On va avoir le pistage chez les chiens courants qui est très, 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 très développé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc chez les beagles, par exemple. On va avoir le fait de marquer l'arrêt, donc de s'arrêter quand le chien voit la proie, etc. Ça va être typiquement les chiens d'arrêt, les braques, etc. qui vont avoir la fameuse position avec la petite patte levée. Si on parle du patron moteur de la chasse pour se nourrir, c'est vraiment... ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que le chat, il peut rester très longtemps à fixer sa proie et à jamais courir après. Donc voilà, c'est vraiment... c'est ce que l'humain a voulu développer pour utiliser le chien après. On va avoir les comportements de poursuite et de garde qui vont être plus développés chez les retrievers, par exemple, qui vont adorer courir après des choses et les rapporter, les garder en gueule, en fait, d'accord? Pour pouvoir rapporter, il faut qu'il y ait ce truc de garde, en fait, de vouloir garder la chose en gueule. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'en fait, rien que là, on voit... Ça, en fait, cette sélection-là, il faut avoir conscience et c'est pour ça que ce sujet est hyper important. En fait, la sélection sur ces comportements-là, elle a énormément d'influence sur tout le reste dans nos vies lambda. Et donc, par exemple, là, tu parlais des retrievers qui sont sélectionnés pour garder en gueule. Potentiellement, voilà, ça induit un peu le fait qu'il y aura de la protection de ressources à un moment donné ou du fait qu'il va garder en gueule. Et donc, voilà, et c'est aussi pour ça qu'il est conseillé de faire appel à un professionnel pour choisir la race de son chien en fonction de qui on est, des choses qui nous posent problème, etc. etc. Parce que ces sélections-là, en tout cas, ont de l'influence sur les types de chiens que ça. Et c'est pour ça que la race compte dans l'arrivée d'un chien. Ouais. Après, il ne faut pas se dire que si son retriever n'aime pas garder en gueule, il est cassé et il faut aller le rendre. On est d'accord que maintenant, quand même, pour la plupart des races, les lignées sont quand même à viser chien de compagnie. Tu vois. Oui. Je veux dire... Bon, je pense qu'en chien de chasse, on peut encore trouver des élevages qui sélectionnent à fond sur les patrons moteurs, etc., sur les comportements d'arrêt, les comportements de pistage, etc. Mais globalement, par exemple, je sais pas, les braques de Weimar, est-ce qu'ils sont plus... Enfin, je pense qu'on les voit plus en famille maintenant qu'en chien de chasse, tu vois. Je pense qu'il faut faire surtout attention à la lignée
plus Oui, qu'à c'est ça. la race en fait Ouais. aussi. Donc faire attention à l'élevage, poser des questions à l'élevage, comment ils sélectionnent, etc. Faut pas se dire effectivement, faut pas se dire mon retriever ne rapporte pas, je vais le rendre à l'élevage. Déjà, faut comprendre aussi que pour qu'un comportement soit présent chez un individu, dans une race, faut qu'il soit présent dans l'espèce. Le comportement, il n'arrive pas de nulle part, en fait. On ne l'a pas juste inventé pour une race, en fait. Il est présent. C'est des comportements qui sont présents dans l'espèce canine, en général. Et qui sont après un peu hypertrophiés pour certaines races. Entre guillemets, hypertrophiés. J'aime pas trop le mot, mais bon, bref. Voilà. Ouais. Oui, comme il ne faut pas se dire non plus, c'est pas parce que on a un retriever que forcément il va faire la protection de ressources et que ça sera un problème Non, bien sûr. à vie, etc. etc. Enfin, voilà, pour nuancer un petit peu Exactement. ce qu'on dit là, mais c'est plutôt qu'on sait qu'il peut y avoir cette sensibilité-là parce que dans la sélection de la race, bah, ça a été renforcé et mis en avant pendant des générations. Mais d'ailleurs, le comportement de garde et le fait de posséder dans la séquence de prédation, elle n'est pas présente en fait. C'est pas un comportement qui est présent dans les patrons moteurs des canidés sauvages. Hein. Enfin, je le mets dans ma séquence pour expliquer aux propriétaires parce que c'est super important. Ça veut dire que ça fait du bien au chien, donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte quand on va essayer de travailler la prédation avec le chien. Il y a beaucoup, on parle de retriever, mais c'est pas les pires, c'est pas les pires en plus en protection. Hein. Il y a tous les chiens qui vont être sélectionnés pour la garde ou qui ont été sélectionnés pour la garde à un moment, donc tout ce qui va être canet corso, berger allemand, enfin voilà, malinois, ils vont faire beaucoup de garde, donc voilà, c'est important de le prendre en compte et dans le travail de la prédation. Ok, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur l'origine de tout ça et que tu nous expliques un peu comment on en arrive aujourd'hui à avoir à la fois des chiens de famille qui ont encore des comportements qui ne sont pas forcément ceux qu'on attend quand on a un chien de famille. Et en tout cas, qu'aujourd'hui, beaucoup de... Enfin, je pense que ça se ressent aussi pour tout professionnel qui a des clients en éducation. Mais typiquement, voilà, on voudrait un chien qui n'est plus tout ça. Et pourtant, c'est encore le cas. On voudrait. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie du développement des races et de la domestication du chien. Hein. On a sélectionné des chiens pour une utilisation à la base. Et du coup, c'est vraiment resté. Après, on a tout un groupe de chiens de compagnie qui, a priori, seraient moins chasseurs, qui n'auraient pas tout ça. Mais bon, il y a toujours des petits restes, effectivement. Ça a quand même un but à la base, chez les canidés sauvages, évolutif, un but de survie. Du coup, c'était vraiment pour l'acquisition de nourriture. Et le fait qu'on ait sélectionné, que l'humain soit dit je vais utiliser ça, je vais utiliser le fait que le chien chasse pour qu'il m'aide à la chasse, je vais utiliser le fait qu'il a tendance à surveiller les troupeaux, à les suivre, etc. Pour moi, pour mon utilité, ça a développé des chiens avec des patrons moteurs de chasse qui sont plus ou moins développés. Il faut vraiment garder en tête que pour que le chien le fasse de lui-même, encore aujourd'hui, alors qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de se nourrir comme ça. C'est vraiment que c'est le circuit de motivation qui est allumé, en fait, dans la tête du chien quand il chasse. Et du coup, c'est vraiment qu'il le fait par plaisir. Il le fait parce que c'est le truc qui le motive le plus, en fait. Même à l'anticipation de la récompense, on a cette libération de dopamine. Donc, en fait, le chien, il va déjà prendre du plaisir dès qu'il va avoir une proie. Voilà. S'il va aller dans un endroit où il sait qu'il peut y avoir une proie, il va déjà jubiler en gros. C'est un peu comme le fait de promettre un truc. C'est comme quand le chien il nous entend dire « Ah, c'est trop bien !» Il va anticiper un peu la récompense, il va être content. Voilà, donc c'est pareil. Et puis ça permet en fait d'avoir ce bien-être et ce calme. En fait, il va se calmer après tout ça, après sa séquence de prédation, après ce qu'il aime faire. Donc c'est super important. Et oui, ça gêne les propriétaires parce que ça nous arrange pas. Mais c'est tellement ancré, c'est tellement dans les races que ça, on peut pas l'enlever. Même si on peut sélectionner les chiens sur des lignées un peu plus cool, qui n'ont pas besoin de chasser 8 heures par jour. Pour être calme, mais sans après. Néanmoins, c'est quand même ancré et voilà, on peut pas enlever ça. C'est comme ça. Ouais. Du coup, ça m'amène à arriver sur un point qui à mon sens, est un peu sous-estimé. C'est
le pourquoi il est hyper intéressant de s'intéresser à la question, parce que comme tu l'as dit, on est à la fois sur quelque chose qui fait extrêmement plaisir au chien et qui devient... Ouais. Moi, je le vois sur mon chien, qui devient un besoin, quasiment. Enfin, clairement, C'est un besoin. C'est un besoin. Je pense qu'on peut vraiment en parler comme ça. Et en même temps, notre besoin de sécurité, de mettre notre chien en sécurité, de mettre les autres animaux en sécurité, les autres humains en sécurité, etc. Et je pense qu'en fait, c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui, on est dans un moment un peu compliqué entre la sélection qu'il y a eu sur... Des centaines de milliers de générations avant que notre chien arrive là, tout petit et parfait qu'il est dans notre vie, et nos besoins actuels de... voilà, on habite en ville, ou on habite près des forêts, ou on habite... en tout cas, voilà, dans nos vies, en tout cas en France, où on essaie de garder nos chiens, où en plus on a une interdiction de laisser divaguer nos chiens aussi très loin de nous. Donc, on est au milieu de tout ça, et voilà, je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose sur ce sujet-là. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, c'est important parce que c'est à la fois notre... Enfin, on doit quand même répondre aux besoins du chien. Et là, ça reste un besoin. C'est pas un besoin de base. C'est un besoin d'utilité. C'est-à-dire que c'est ce qui motive le chien. C'est ce qui est au plus profond. Ce qui va lui faire le plus plaisir une fois que ses besoins de base sont remplis. Hein. C'est-à-dire qu'il a mangé, qu'il a bu et qu'il est en sécurité. Et là, on va pouvoir... Enfin, voilà, il va en avoir besoin. Donc, c'est quand même notre responsabilité de répondre à ces besoins-là. Et effectivement, à côté de ça, on a l'obligation déjà de le garder en sécurité, de ne pas le laisser divaguer. Et aussi, on a tout le côté éthique qui va jouer de est-ce que j'ai envie que mon chien il tue des animaux? Est-ce qu'on n'est pas censé avoir des chiens qui vont avoir une répercussion sur la biodiversité, sur la faune, etc. Donc, effectivement, le but là, c'est de dire que c'est normal, etc. Mais c'est pas de dire lâchez vos chiens, laissez-les faire, etc. Et le gros souci, effectivement, aujourd'hui, c'est avant que je m'y intéresse, les 3 solutions qu'on avait, c'était soit de gérer en longe et donc de juste mettre une longe au chien et pas vraiment le travailler et frustrer le chien à mort en bout de longe au bout de sa vie. Enfin voilà, la frustration, ça reste aversif, hein, c'est pas cool et en plus on comble pas ses besoins. On avait la solution de supprimer cet instinct, enfin d'essayer de le supprimer en punissant, etc. C'est pas éthique non plus. Hein. Moi, je travaille sans punition, donc voilà. Et en plus, le chien, ça réduit le bien-être du chien, quoi. Voilà. Ouais. Ou alors, on a la solution ne rien faire, laisser le chien combler ses besoins, etc. Mais alors là, niveau sécurité, que ce soit pour le chien, pour les autres chiens, pour les véhicules, etc. Laisser le chien divaguer, c'est pas une solution non plus. Plus la répercussion sur la faune, voilà, c'est pas génial. Donc effectivement, c'est quand même intéressant d'essayer de faire en sorte que le chien comble ses besoins sans pour autant qu'il se mette en danger, qu'il mette en danger les autres. Et c'est important de s'intéresser à la prédation en général aussi. C'est parce que c'est vrai que souvent, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on se focalise sur les comportements de pistage et de course-poursuite qui sont les comportements qui posent problème, les premiers comportements qui posent problème. L'humain ne va pas s'inquiéter si le chien il cherche une proie du regard ou il pisse tranquillement sur son chemin, il commence à sentir une piste et tout. Il va vraiment s'inquiéter quand le chien il va partir le nez à terre à fond les ballons, etc. Et c'est bien d'avoir l'image vraiment globale de la prédation pour pouvoir voir comment on peut réussir à combler les besoins du chien, laisser faire les comportements qui sont OK, tu vois, les premiers comportements de prédation, et voilà, et combler comme ça et trouver des substituts pour le reste. Donc voilà, c'est vraiment important de garder tout ça en tête. Trop bien. Et du coup, m'amène cette fameuse question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comment, typiquement, toi, comment t'es arrivé à trouver des solutions? Qu'est-ce que t'as fait avec ta chienne principalement, puisque c'était elle qui chassait le plus? Et globalement, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu mets en place avec tes clients qui rencontrent ces soucis-là? J'ai 4 axes de travail pour travailler la prédation dans sa globalité. On a la gestion de l'environnement, donc ça va être tout ce qui va permettre au chien de ne pas se renforcer dans la prédation. La longe, bien sûr. On a aussi tout ce qui va être rythme, favoriser le calme, trouver les endroits où on peut
être à peu près calme, au plus proche de la faune, mais en restant calme, etc. Le rythme des balades, les pauses en balade, etc. On a la coopération, c'est le deuxième axe. Donc là, c'est l'axe qui est le plus contre-intuitif, je dirais. C'est renforcer les comportements qui sont OK, les comportements de prédation qui sont acceptables, et même les mettre sous signal. Donc, mettre sous signal le fait de regarder des proies au loin, fixer une proie, pister, mais pistouiller sur le chemin, comme j'aime bien dire, pas pister, je suis partie, je suis plus là. Et voilà, et là, le chien, il va commencer à combler ses besoins, et c'est intéressant parce que on se dit, ouais, mais on renforce la prédation. Bah oui, mais en fait, on peut pas supprimer la prédation, donc autant renforcer les comportements qui vont déjà faire plaisir au chien, mais qui sont OK, qui nous dérangent pas. Ouais. Donc voilà. Et en plus, ça renforce le lien avec l'humain, puisque je parle beaucoup de coopération, de synchronisation, de faire tout ça avec le chien. Et vraiment, ça, c'est très, 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 très sous-estimé. C'est des animaux sociaux, ils adorent faire avec d'autres chiens, ouais. Mais aussi avec l'humain. Il ne faut pas sous-estimer ça, il faut essayer de rentrer un peu dans leur monde. Hein, voilà. Ils adorent ça. Ensuite, le troisième axe, c'est tout ce qui va être substitut. Donc, pour les comportements qu'on ne veut pas que le chien reproduise avec des vraies proies. Donc, on va voir la course-poursuite, choper l'animal, le mordre, disséquer si le chien aime, etc. etc. Donc là, avec des jouets ou même si c'est juste la course-poursuite, ça peut même se faire sans jouet. Il ne faut pas se dire que... on va lancer une balle au chien et puis c'est tout, ça va suffire, etc. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Ouais. Et ensuite, enfin, on a les filets de sécurité. Ça va être les apprentissages qui vont nous permettre de limiter les dégâts si le chien part, en fait. Que le chien revienne beaucoup plus vite, revienne au bout de quelques secondes ou 1 ou 2 minutes. Enfin, ça dépend un peu de où on part. Donc voilà, ça va être tout ce qui est rappel. Moi, j'aime bien beaucoup travailler avec les barrières environnementales, essayer que le chien voit des signaux dans son environnement qui lui disent là j'y vais pas, j'attends l'humain parce qu'il y a une barrière, parce qu'il y a une rivière, parce qu'il y a un champ de je ne sais quoi, etc. Okay. Donc voilà, je travaille comme ça. C'est pas un travail compliqué dans le sens où on met rien en place de très compliqué. Ça se fait sur le moment. C'est vraiment, on va profiter des moments pour les mettre en place, sauf les filets de sécurité qui sont plus des apprentissages un petit peu plus cadrés, parce qu'on va aussi travailler le rappel quand même. Et du coup, voilà, c'est un peu plus cadré. Mais sinon, c'est vraiment un travail simple, mais un peu long quand même. La plupart du temps, surtout si le chien il s'est renforcé pendant des années à partir ou voilà... on va pas se mentir. Ouais. Mais j'adore parce que ça renforce vraiment la complicité et le lien avec l'humain. Et j'aime beaucoup parce que l'humain, il est souvent dépité. On lui a dit, il n'y a rien à faire, il y a rien à faire, il y a rien à faire. Ou il faut juste se mettre en longe, ou il faut lui mettre un collier électrique, encore pire. Et du coup, c'est des humains qui vont vite voir les petits progrès et qui vont s'en réjouir, en fait. Tu vois. Et ça vraiment, ça me fait... C'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère, vraiment. Ouais, je me retrouve vachement dans ce que tu dis. C'est vrai que, typiquement, pour parler un peu de mon expérience, parce que j'ai toujours été concernée par la question. Ayant un beagle, voilà, il piste. Surtout que ses parents étaient chasseurs aussi. Enfin, voilà, j'ai pas fait un très bon choix d'élevage, mais c'est pas grave. On fait la lignée, mon Dieu, la lignée. Et donc voilà, et donc en fait avec Charlie, j'ai aussi développé de gros blocages moi à détacher mon chien parce que on a aussi cette grosse pression de me détachez-le, il peut tout seul, moi je suis pas comme ça, etc. Non, on est d'accord, mais en tout cas en tant que jeune propriétaire de chien où on entend tout et son contraire, c'est une pression qu'on a, et effectivement tout le monde rêve d'avoir son chien détaché qui marche devant nous à 20 mètres, qui se regarde, qui se retourne de tous les temps pour nous regarder, etc. Et tout se passe bien au pays des merveilles. Mais sauf que voilà, j'ai vite compris que ça n'allait pas être le cas et que ça allait être assez compliqué. Et donc, voilà, au bout de quelques fois où ça rate et qu'en fait le rappel marche pas, et puis voilà, c'est avec un beagle adolescent comme on les aime, à ce moment-là moi j'ai eu un petit traumatisme en me disant ok, je vais accepter l'idée que je ne détacherai jamais mon chien et que ça va être très compliqué.
et voilà, et en fait, le fait de vouloir me former a aussi été motivé par ça, parce que je voulais pas me contenter de ça. En fait, je me suis dit, ben non, en fait, mon chien, il va pas rester frustré en bout de laisse toute sa vie, quand bien même ce serait une longe de 10 mètres. Enfin, c'est chiant, en fait, voilà, de me dire, je peux pas aller me balader en forêt parce que, imagine, etc., etc. Et donc voilà, bon, j'avais pas toutes ces clés jusqu'à maintenant, mais voilà, pour ma part, j'ai beaucoup bossé le suivi naturel. Le fait voilà, qu'on se regarde, qu'on passe des moments autres que dans son nez pendant la balade. Alors, 98% du temps, il a le nez par terre et voilà, il est très content. Mais les 2% du temps qui restent, c'est des moments où il me regarde, où il vient chercher une friandise, où on vient juste se faire un câlin et discuter. Et en fait, tout ça, c'est... Voilà. Et il y a toujours la longe en filet de sécurité, qui est moi, mon filet de sécurité que je n'arrive pas à enlever pour l'instant. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à enlever. Mais voilà, je trouve que c'est important d'en parler et j'ai vraiment à cœur aussi de partager ça parce qu'il y a plein de gens où on leur dit non, t'as tel chien, tu pourras jamais le détacher, ça marchera jamais, t'auras jamais de rappel, il risque de partir, etc. etc. Et je pense qu'on partage cette profonde envie de dire non. Non, bien sûr que non, il y a des solutions qui existent. Exactement. Après, moi, j'insiste toujours sur le fait de ne pas être trop pressé, de ne pas avoir comme but juste lâcher le chien. Parce qu'en fait, souvent, mais alors c'est pareil pour les chiens réactifs avec qui je travaille, c'est souvent, oui, je veux lâcher mon chien, je veux que mon chien il puisse dire bonjour à tous les chiens, etc. Mais en fait, souvent, ça va amener des blocages, je trouve, parce qu'on va vraiment avoir juste ce but en tête et on ne va pas voir le reste, on ne va pas voir les progrès qu'on fait, on ne va pas voir... le fait que le chien, il nous regarde plus, il aime plus faire les choses avec nous, etc. On va moins voir les petits progrès. Donc, moi, je dis, il ne faut jamais être trop pressé d'enlever la longe. Je trouve que ça induit ce truc on va être dans le conflit. Alors, le conflit contre l'instinct du chien, pas le conflit avec son chien, pas en punition, etc. Mais tu vois, on va être là... j'aime pas que mon chien il pisse, j'aime pas que mon chien il chasse et tout ça. Et en fait, là, moi, ma façon de travailler, c'est plutôt de voir ça comme une occasion de partager des choses avec son chien, une occasion de combler ses besoins, etc. Et je trouve que si on a à cœur le bien-être du chien, le fait de combler ses besoins, de partager avec lui, je trouve que c'est beaucoup plus facile et que là, on voit les progrès et effectivement, on pourra lâcher, enfin, on pourra, ou pas, hein. Je veux pas promettre à tout le monde qu'on pourra lâcher le chien dans tous les environnements, hein. C'est pas mon genre. Et je dirais que même si on n'a pas pour but de lâcher le chien, parce qu'il y a des chiens qui sont aussi réactifs en plus d'être chasseurs, sinon c'est pas drôle. C'est ça. Voilà, c'est toujours bien de travailler quand même si on ne compte pas enlever la longe parce qu'on a très peur, parce qu'on a été traumatisé, parce que le chien il a passé une route et puis qu'on a été traumatisé, etc. C'est bien de le travailler quand même parce que ça permet au chien de ne pas être frustré en longe, ça permet au chien de profiter en longe, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ouais, j'essaye vraiment... Enfin, j'aime bien quand les gens... Enfin, je préfère quand les gens ne sont pas trop pressés d'enlever la longe. Vraiment, c'est vraiment... Je trouve que c'est là où on voit le mieux tout ce qui va être progrès, etc. Donc voilà, ça c'était mon petit... Ouais, et puis je pense qu'il y a un truc qui est important de souligner, c'est que je crois qu'on en avait parlé, je sais plus dans quelle interview, mais du coup je mettrai le lien de l'étude en question. Il y a une étude qui a démontré qu'une balade en longe, voilà, si elle était bien menée, en fait, avait quasiment les mêmes effets qu'une balade en liberté. Exactement. Et je trouve que on le dit pas assez, et qu'en fait, en tout cas, moi j'ai vraiment été portée par l'idée que l'objectif ultime, c'était de détacher mon chien. Et du coup, j'ai été très, très frustrée par ça. Ça a été vraiment un truc très compliqué, en fait, pour moi d'accepter que mon chien ne serait pas détaché, etc. Alors qu'en fait, y a d'autres choses possibles et que ce n'est pas forcément un objectif à part entière. Et donc voilà, je tenais à le souligner là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront dans ces propos-là, de dire mais il faut que mon chien puisse être détaché pour être heureux, sinon il n'est pas libre, je veux que mon chien soit libre. Alors que voilà, il y a d'autres moyens de faire et que en fait une longe c'est un méga génial outil à condition qu'il soit évidemment bien utilisé et qu'il soit pas utilisé comme un guidon. Exactement. Mais voilà, et ça peut offrir cette liberté dont le chien a besoin et c'est vraiment top. Quoi. Et ça permet d'accompagner l'humain là-dedans.
Ouais, ça permet de rassurer l'humain aussi, on va pas se mentir. Hein. Si c'est pour le lâcher et être vraiment stressé, etc., c'est cool pour personne. Mais oui, faut pas se dire que le chien sera forcément libre partout, dans tous les environnements, qu'on pourra passer, je ne sais pas, des troupeaux de vaches avec notre chien au pied et tout. C'est vraiment pas du tout mon but. Hein. Mon but, c'est vraiment de faire en sorte que les balades soient plus agréables de tous les côtés. Du côté humain et du côté chien. Et vraiment, avec cette optique-là, avec tout ça en tête, avec le bien-être du chien en tête et aussi avec la relation humain-chien en tête, on peut faire des choses vraiment folles, quoi. Je veux dire que moi, à un moment donné aussi, je me suis dit, bah c'est tout, Petra, elle sera jamais en libre, et tant pis, c'est pas grave, je m'étais dit. Et au final, elle est en libre, maintenant, elle est en libre quasiment partout. Donc, et c'est vraiment, le fait de lâcher prise là-dessus, ça aide aussi à voir les progrès et à se focaliser vraiment sur les progrès, les petits progrès, et à avancer plus vite, je trouve. Mais bon, voilà. Ouais, c'est clair. Et sur ce même sujet, j'imagine que tu dois l'entendre aussi, mais il y a pas mal de gens qui disent mais avant, les chiens, ils étaient libres, il n'y avait pas de barrière aux maisons, et puis ils partaient, ils allaient faire leur vie, ils revenaient, etc. La campagne, quoi, c'est encore comme ça. Voilà, la campagne, et c'est encore comme ça dans nos endroits, on est d'accord. Mais je trouve que c'est vachement important de se dire que personne n'est en sécurité, en fait, là-dedans. Non. Ouais. Mes deux passions, c'est la réactivité et la prédation. Donc, Petra était réactive aussi. Hein. Donc, pour avoir eu une chienne réactive qui se fait foncer dessus par des chiens libres, c'est jamais très fun. Donc, non, moi, je suis pas très fan du chien qui... On sait pas où il est. On sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait, tu vois. Donc, c'est vrai que je sais que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs là-dessus. Hein, voilà. Ouais. Mais moi, à partir du moment où le chien est hors de ma vue, je me dis, il peut très bien être en train de se renforcer dans la prédation, être en train d'ennuyer des humains, parce que mes chiens sont très sociables, mais bon... être en train de voler de la bouffe à un pique-nique, être en train de saouler un chien, bon, c'est pas trop leur genre, mais bon, on sait jamais. Ouais. Et oui, et c'est super dangereux, j'aimerais pas que mes chiens créent un accident non plus, tu vois, enfin, je sais pas, c'est dangereux pour eux, mais aussi pour les autres, et c'est aussi interdit, en fait, voilà, je suis désolée, mais c'est interdit d'avoir un chien qui divague, c'est comme ça. Donc, avant, les chiens étaient libres, oui, dans certains pays, c'est encore le cas, mais bon, voilà, on est en France, quoi. On a des chiens de compagnie, on prend un chien parce qu'on a le temps pour eux, donc on a le temps d'aller promener avec eux, etc. Donc, mais ouais, c'est vrai qu'il y a encore ce truc de... oui, mais les chiens libres, ils se débrouillent, les chiens libres, ils sont pas réactifs normalement, etc. etc. C'est pour tous les sujets, on a ça, mais bon. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais c'est ça, hein, en fait... un autre sujet là, qui me venait au cours de la discussion, parce que tu as parlé de la balle tout à l'heure, on entend beaucoup de choses autour de la balle, et notamment comme quoi ça pourrait renforcer la prédation. Est-ce que tu as un avis sur la question ? Alors, la balle et le jeu d'ailleurs, hein, le jeu est très décrié aujourd'hui un peu au sein de l'éducation positive, malheureusement. Alors, quand on travaille avec des substituts, on travaille forcément avec du jeu, d'accord ? Après, la balle... c'est juste une forme de jouet. Hein. Je pense ce qui est délétère, c'est vraiment les lancers de balles à répétition, d'accord ? Forcément, déjà, c'est pas bon pour les articulations. En plus, effectivement, c'est marrant 2 minutes, mais voilà, ça n'apporte rien. Ça comble pas tous les besoins de prédation, etc. En fait, ça comble juste le fait de poursuivre. Mais voilà, moi, je suis pas contre la balle. Je joue à la balle avec mes chiens. La balle, ça va être la meilleure récompense de la vie pour Petra si elle revient, par exemple. Si choper, en fait, c'est pas vraiment la balle, c'est choper un truc au vol. Voilà, c'est ce qu'elle a. Okay. Typiquement, on est dans des comportements de prédation. Et c'est vraiment ce qu'elle préfère au monde. Donc, une balle, c'est pratique, un bâton aussi. Moi, je suis pas contre les jeux de lancer. Mais effectivement... il y a des chiens qui ont tendance à vite être dans l'obsession, il faut faire très très attention. Mais ça peut être bien de aussi les faire un peu monter en excitation et apprendre à les faire redescendre assez vite aussi, en fait. Parce que le chien, il va être excité à un moment donné dans sa vie, que ce soit dans le cadre de la prédation ou pas, hein, d'ailleurs. Et ça peut être bien aussi de leur apprendre à redescendre un petit peu aussi vite qu'ils montent, quoi.
tu vois. Ouais. Et moi, je trouve ça, du coup, je trouve pas que ce soit un outil ou un jouet à bannir. Voilà. Je lance beaucoup de choses dans l'eau pour mon chien, parce que c'est ce qu'il préfère au monde. Je parle en connaissance de cause, on a quand même fait des erreurs avec Larsen, on a beaucoup trop joué sans faire attention au jeu de lancer. Mais faut pas se dire qu'il n'y a rien à faire après, hein. On a réussi à le calmer, etc. Enfin, maintenant, voilà, on lui dit que c'est fini, il va faire ses pauses tout seul, il va jouer beaucoup tout seul, donc ça, on le favorise beaucoup, il joue tout seul avec ses balles, voilà. Il adore les balles, il a peut-être une obsession pour les balles, mais néanmoins, il joue tout seul, donc ma foi... Moi, je ne suis pas contre. Après, faut pas se dire que le jeu, les substituts pour la prédation, c'est que la balle. Hein, c'est pas vrai, d'accord. Et effectivement, est-ce que ça renforce la prédation ? Ça va renforcer la course-poursuite, mais il faut voir ça comme aussi comblé, si le chien aime déjà ça. Si le chien aime pas ça et qu'on le motive à courir après une balle, oui, ça va renforcer. Parce que si de base, il le faisait pas trop, c'est que c'était pas trop son truc, c'était pas son comportement de prédation préféré. Effectivement, ça peut renforcer. Mais si on joue à la balle parce que le chien aime bien courir après une balle, voilà, ça ne va pas renforcer le fait de partir après un chevreuil, par contre. Ouais. Ok. De toute façon, il n'y a pas d'études. Moi, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Il n'y a aucune étude qui prouve que la balle ou les jeux de lancer, parce que c'est ça qui est décrié, est délétère pour le chien. Hein. Il y a zéro étude qui montre que ça développe des tocs, etc. Hein. C'est plutôt... les tocs, ça se développe pas parce qu'on joue à la balle avec un chien. Ça se développe parce que le chien, il y a d'autres soucis à côté, certainement. Oui, c'est ça. Parce que c'est peut-être que les combler. Voilà, exactement. Ouais. Mais il y a vraiment pas de lien qui ont été faits. Je sais que c'est très, très controversé, mais voilà. Ok. Comme ça, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Merci pour ces éclairages. Au-delà de renforcer la prédation, parce qu'on a compris que, en gros, plus le chien avait l'opportunité de le faire, plus il se renforçait là-dedans, et c'est encore trop cool, donc c'est de plus en plus cool, donc on va le faire de plus en plus. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent empirer, ou en tout cas avoir de l'influence sur ces comportements de prédation, outre le renforcement, l'auto-renforcement? Alors, oui, et c'est pour ça que je fais toujours un bilan où je parle vraiment je recroise avec d'autres problèmes que le chien peut rencontrer, d'autres problématiques qu'il peut rencontrer. On a tout ce qui va être réactivité, vigilance, hypervigilance dehors. Donc, ça va être un chien qui va scanner tout le temps son environnement. Donc, forcément, c'est qu'il est un peu stressé. Donc, forcément... Pour décharger, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va partir sur tout ce qui bouge, etc. Et ça va renforcer la prédation. Parce que si le chien est stressé, son réflexe, ça va être de chercher à s'apaiser. Et du coup, la prédation, il n'y a rien de mieux pour ça. Je dirais aussi qu'il faut consulter un vétérinaire si d'un seul, on a des gros changements au niveau des comportements de prédation. On peut avoir une prédation tout à fait normale, banale. Mais si le chien commence vraiment à focaliser, à rien faire d'autre que creuser pour chercher, par exemple, des mulots et défoncer des mulots pendant toute sa promenade alors qu'il ne faisait pas ça avant, ou qu'il part sur vraiment tout ce qui bouge du jour au lendemain, il faut aller voir le vétérinaire parce qu'on a aussi tout ce qui va être problèmes de santé qui peuvent jouer. La libération de dopamine, c'est un peu antidouleur. Donc, il y a beaucoup de chiens, il y a même des chiens qui ont des gros soucis d'arthrose, d'articulation, etc., et qui vont plus partir pister. Donc, c'est pas très logique parce qu'on se dit, il a mal, etc. Mais en fait, ils vont plus partir pister à ce moment-là parce que ça les apaise. Donc, santé, ouais, toujours la piste de la santé s'il y a des gros changements, même si c'est des changements dans les comportements de prédation. Et la réactivité, souvent, on va pas se mentir, mais ça se recroise si le chien est très, 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 très vigilant. Voilà, si le chien est très stressé à l'extérieur, très vigilant, et qu'il a un peu ce côté prédateur ancré, ça va vraiment empirer la chose. Quoi d'autre ? Faire attention, bien sûr, à l'effet de groupe, toujours, hein, quand on fait des grosses balades avec plein d'autres chiens. C'est là où vraiment, faire attention. Quand il y en a un qui part, tout le monde part. Exactement. Et souvent, si le chien est un peu stressé, il va décharger en partant avec les autres, alors qu'à la base, il ne l'aurait pas fait seul, il n'aurait même pas été intéressé. Ouais. Et voilà. On a aussi un peu l'environnement. Enfin, je sais que... Typiquement, je sais que la pluie, le vent, etc., tout ça renforce aussi les odeurs.
Ouais, l'environnement, les saisons, le début de la chasse. Voilà. Le fait que d'un coup, on ait des faisans absolument partout, d'un coup, le gibier est très très stressé. Ouais. Voilà, le froid peut jouer sur les chiens qui sont très sensibles au froid. Ils vont vouloir courir partout. Et du coup, s'ils ont un peu ce truc de prédation qui est déjà présent, voilà, ils vont en profiter pour aller pister la moindre petite odeur et partir plus loin, etc. Donc le froid peut jouer. C'est sans fin parce qu'en fait, là, si on parle de l'environnement, il y a tout un tas de choses qui peuvent jouer vraiment. Ouais, ok. Je voulais revenir un peu sur ta façon de travailler, toi, avec tes clients par rapport à ce sujet-là de la prédation. Il me semble que tu fais des consultations en visio. Comment ça fonctionne de ton côté ? Oui, la totalité même de mes suivis prédation sont en visio, effectivement. Ok. Alors, je trouve ça beaucoup plus intéressant au final parce que l'humain, le gardien, est vraiment obligé d'observer et d'apprendre à vraiment observer son chien tout seul et c'est vraiment super chouette. Alors après, je demande des tonnes de vidéos, on est d'accord, hein, je ne travaille pas complètement à l'aveugle, mais c'est vraiment chouette et moi je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Parce que déjà quand même, on va pas se mentir, ça dépend quand même beaucoup de l'environnement. Il y a des jours où on va croiser absolument zéro piste ou zéro... Enfin voilà, il y a des jours où on croisera pas d'animaux. Et du coup, moi je trouve que travailler en visio, ça permet vraiment de parler de tout ce qui s'est passé, de donner les clés au gardien qui va être plus autonome, plus rapidement, qui va pas juste s'appuyer sur l'éducateur qui est là pour l'accompagner en balade, etc. Et même pour les autres sujets, hein, la réactivité, etc. Je trouve généralement que c'est beaucoup plus efficace. Souvent aussi, on a un changement de comportement du chien, que ce soit même pour la prédation, quand il y a un autre humain présent. Et du coup, moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace de travailler en visio pour ça. On est beaucoup plus posé, on parle vraiment de ce qu'il faut mettre en place, on analyse les vidéos comme on voyait avant. On revient sur les difficultés, etc. Les humains me filment leurs petits exercices, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est super efficace. Trop bien. On est plus au calme pour parler du comportement du chien. Bon, bref, la visio, c'est la vie. Hein. C'est la vie. C'est peut-être pas adapté à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être vraiment accompagnés main dans la main pour aller vraiment dans les environnements problématiques. Mais pour la prédation, je pense que c'est vraiment gérable, même si on n'a pas énormément de connaissances sur le comportement canin. Donc moi, je trouve que c'est vraiment chouette N'hésitez pas à consulter en visio. Voilà. Ouais, puis encore une fois, je trouve que c'est toujours important de le rappeler, mais je trouve que ça permet d'enlever le côté perturbateur de la simple présence de l'éducateur parce que voilà, c'est jamais pareil en fait quand l'éducateur est là. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu contre-intuitif, je sais, mais j'espère que ça va se démocratiser de plus en plus comme les pays outre-Manche et outre-Atlantique le pratiquent. Parce que c'est cool, quoi. C'est top. Ça permet de faire appel aussi à des professionnels qui sont plus spécialisés sur un sujet. C'est vraiment bien, parce qu'on ne peut pas être tous présents dans toutes les... Enfin, voilà... Tu ne peux pas te déplacer partout en France, Sarah. Non, mais voilà. Non, mais formez-vous sur le sujet après. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait d'autres édus qui travaillent le sujet. Mais c'est vrai que quand on se spécialise sur un sujet, il y a beaucoup d'éducateurs qui font quand même l'éducation de base encore, vraiment les apprentissages de base, etc. Moi, c'est pas trop mon truc. Et ça permet de faire appel à des gens qui ont des connaissances vraiment spécifiques. C'est chouette. Et pour la prédation, vraiment, c'est pratique parce qu'on a quand même tout ce truc très théorique dont on doit parler au début avant de mettre en place vraiment des exercices spécifiques, des choses spécifiques, un protocole spécifique pour le chien. Donc voilà, c'est toujours mieux de le faire, je pense, en visio, au calme, etc. Trop bien. On va passer maintenant à la partie conseils. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs qui n'osent pas détacher leur chien parce que une fois ou deux, il est parti et qu'ils ont peur et qu'est-ce que là, dans l'immédiat, ils peuvent mettre en place ou comment ils peuvent un peu essayer de changer de mindset par rapport à tout ça? Alors vraiment, déjà, je le redis encore une fois, je veux vraiment pas promouvoir le fait de lâcher son chien alors qu'il y a des risques. Hein, en fait, il faut vraiment observer le chien et prendre des notes dans quel environnement il part.
Est-ce qu'il part... faut vraiment apprendre à connaître son instinct de prédation, il faut vraiment apprendre à le connaître. Ils n'ont pas tous les mêmes comportements du tout. Donc, dans quel environnement il va commencer à faire de la prédation? Est-ce qu'il part à vue ou est-ce qu'il part sur des odeurs? Qu'est-ce que le chien tire? Qu'est-ce qu'il préfère dans la prédation? C'est vraiment le plus important. Qu'est-ce qui le motive le plus? Est-ce que c'est la course ou est-ce que c'est le pistage? Ou est-ce que c'est de choper des trucs? Il faut vraiment se focaliser sur ce que le chien peut faire, ce qu'on l'autorise à faire, plutôt que se focaliser sur ce qu'il ne peut pas faire. Ça aide vraiment à changer la vision des choses, tu vois. Ouais. Parce que sinon, on va tomber dans du travail vraiment frustrant pour le chien, donc le travail purement des autocontrôles, l'utilisation de punitions négatives, etc. Ça va vraiment empirer le problème, parce que le chien va être de plus en plus impulsif, va pas avoir ses besoins de combler, et du coup, on va être vraiment dans un chien qui veut combler ses besoins et qui veut partir à tout prix. Là où si on se focalise sur ce que le chien peut faire en termes de prédation, ça change vraiment la vision des choses et ça permet déjà de combler pas mal de besoins. Quoi d'autre? Que faire d'autre? Pas hésiter à contacter un professionnel. Essayer vraiment d'observer son chien et de rentrer dans son monde. Essayer vraiment de rentrer dans son monde, de faire un peu, de trouver des activités qu'il adore parce que ça fait appel à ses patrons moteurs de la chasse, etc. Voilà. Trop bien. Et investir dans une longe, si c'est pas déjà fait. Une longe, bien sûr. ça permet quand même... Parce que, clairement, on va pas se mentir, si on n'a pas le chien à vue, on sait pas ce qu'il fait, on peut pas observer le chien, on peut pas observer comment il chasse. Oui, la longe est nécessaire. Je suis désolée, au début, c'est nécessaire. Ça dépend un peu de comment le chien chasse, mais en général, c'est quand même très nécessaire. Si on a des gens qui consultent professionnels pour la prédation, normalement, c'est nécessaire. Au moins dans certains environnements. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils et ces précieuses explications. C'est très, très clair. Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir tes 2 chiens auprès de toi et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Alors, beaucoup de remises en question. Il m'apporte beaucoup de remises en question. Non, mais j'ai changé ma carrière et mon mode de vie avec les chiens, donc ils m'ont apporté vraiment beaucoup. Et oui, ils me poussent beaucoup à me remettre en question, à me poser toujours plus de questions concernant leur bien-être et vraiment à chercher à m'améliorer et à combler leurs besoins au mieux. Voilà, et je les remercie pour ça. C'est cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager avec nous sur le sujet? Oui, il y a quand même quelques ressources. Quelques-unes, je suis désolée. Très, 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 très peu de choses en français. Ouais. Voilà. Il y a le livre de Simone Muller, Hunting Together. On a Tracy McLennan qui parle beaucoup de prédation. Et alors, c'est pas mal théorique, mais c'est super intéressant du coup, parce que on est obligé de comprendre le fonctionnement et les mécanismes pour pouvoir après pratiquer de toute manière efficacement. Et en français, on a quand même le webinaire sur les patrons moteurs de Claudine Prudhomme. Alors pareil, c'est quand même assez théorique, mais ça permet de comprendre... si ça vous intéresse, l'origine des patrons moteurs, la chasse, l'instinct de prédation chez le chien, les races, etc. C'est quand même super intéressant. Ok. Voilà. Trop bien. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Trop, trop cool. Où est-ce qu'on peut rediriger les éditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? Sur mon site canescence.fr, sur Instagram, c'est canescence.fr aussi. Et Facebook, éventuellement. Merci beaucoup, Sarah, rien. pour cette super interview. C'était très, très riche. J'ai encore 1000 questions, mais voilà, on fera peut-être une partie 2 un jour. Ouais, avec plaisir. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Salut. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Sarah et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @canescence.fr et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!